J'ai offert à papa un voyage dans un complexe hôtelier de luxe et 14 000 $ pour son anniversaire. Il n'a pas dit merci, il a juste souri. Ta sœur est essentiellement la seule héritière maintenant, a ajouté maman. Nous lui avons tous aidé, officiellement. J'ai simplement dit, grand-mère n'est pas d'accord. 2 jours plus tard, certains comptes ont été suspendus, les documents juridiques ont été discrètement mis à jour, et leur avocat m'a appelé en premier. Grand-mère était assise à côté de moi, souriante. Quand papa a ouvert l'enveloppe, il n'a pas sourcillé. Pas de halètement, pas de surprise, juste un hochement de tête calme, comme si je lui avais tendu une facture de service public au lieu d'une réservation pour une semaine tout compris au Bagnantry à Phuket, le complexe hôtelier de ses rêves, et un chèque de 14 000 $. Maman, assise à côté de lui, m'a adressé ce sourire aux lèvres pincées qu'elle réservait toujours pour les moments où j'éclipsais ma sœur, Ellie. Comme c'est généreux de ta part, a-t-elle dit, comme si mon cadeau l'avait dérangé d'une manière ou d'une autre. Puis papa s'est adossé à sa chaise, a plié l'enveloppe soigneusement, et a prononcé les mots qui ont fait se vider mon visage de son sang, ta sœur est essentiellement la seule héritière maintenant. J'ai cligné des yeux. Quoi? Maman est intervenue avant même que je puisse digérer l'information. Nous lui avons tous aidé, officiellement. Je suis resté assis là, le dîner de steak que je leur avais offert se transformant soudainement en cendres dans ma bouche. J'avais conduit 4 heures juste pour être là. J'avais passé des semaines à planifier la surprise, à calculer les finances, à puiser dans mes économies parce que, malgré tout, je voulais encore croire que je comptais. Je les ai regardés, leur visage suffisant et détaché, et j'ai dit doucement, grand-mère n'est pas d'accord. Et c'est à ce moment-là que la fourchette de maman s'est arrêtée en l'air. Le sourire de papa a eu un tic. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de leur avocat. Bonjour, nous devons parler, a-t-il dit. Grand-mère était assise à côté de moi, sirotant son thé. Elle s'est penchée et a murmuré, il est temps d'ajuster la paperasse. Elle a souri, et pour la première fois depuis des années, moi aussi. En grandissant, j'ai toujours pensé que la loyauté était la monnaie de l'amour. J'ai payé avec l'obéissance, le silence et le sacrifice. Ellie, d'un autre côté, payait par sa présence. C'est tout ce qu'elle avait à faire, exister. Et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. Elle était l'enfant miracle, celle que maman avait failli perdre lors d'un accouchement difficile, celle dont la photo était accrochée 3 fois dans le couloir dans 3 cadres différents, tandis que la mienne était dans un seul album poussiéreux dans un tiroir. Elle pleurait, elle recevait des bijoux. Je pleurais, on me disait de m'endurcir. Peu importait combien je donnais. Quand l'entreprise de papa a subi un coup dur pendant la Covid, qui a envoyé 10 000 $ pour l'aider à garder les lumières allumées? Moi. Quand maman a eu besoin de soins dentaires d'urgence et ne voulait pas puiser dans son fonds de vacances. C'était aussi mon compte d'épargne. Il ne demandait jamais directement, il n'en avait pas besoin. Il suffisait d'un appel téléphonique, d'un soupir, d'un commentaire soigneusement placé comme « Eh bien, je suppose que nous allons simplement annuler le voyage que nous prévoyions à moins qu'un miracle ne se produise. » Je suis devenu ce miracle, encore et encore. Pendant ce temps, Ellie était occupée à se trouver à Bali, au Maroc et en Islande, une retraite de yoga à la fois. Elle n'avait pas eu d'emploi à temps plein depuis 6 ans. Sa dernière tentative était une boutique Etsy de 3 mois qui vendait des pierres peintes. Une fois, elle a reçu un don PayPal de papa de 3 000 $ parce que démarrer une entreprise, c'est difficile. Le pire dans tout ça? J'ai laissé faire. Je n'arrêtais pas de me dire, tu es le responsable. Ils ont juste besoin d'aide jusqu'à ce que les choses se calment. Mais les choses ne se sont jamais calmées. Ils sont juste devenus plus à l'aise pour prendre. À chaque anniversaire, je me surpassais, de nouvelles pièces de voiture pour le camion de papa, un week-end au spa pour maman, les courses, les réparations, même leurs abonnements de streaming. Je payais pour tout. Mais Ellie? Elle arrivait avec une bouteille de vin bon marché et une perche à selfie et était louée comme si elle était Mère Teresa. Et puis est arrivé l'anniversaire de papa cette année. Le voyage au complexe hôtelier était censé être mon dernier acte d'amour. Pas un pot de vin, pas un plaidoyer, juste quelque chose de pur, un cadeau sans condition. Je l'ai réservé des mois à l'avance, négocié le prix, et même organisé un guide privé pour leur randonnée et leurs soins au spa. Les 14 000 $ étaient censés être un geste, un pont. Au lieu de cela, on m'a tendu une boule de démolition. Nous avons tous aidé à Ellie. Juste comme ça. Sans avertissement, sans explication,
pas même une conversation. Je n'étais pas seulement exclu du testament, j'étais effacé. Papa ne m'a même pas regardé en le disant, il a juste fait tourner son vin et a continué à mâcher comme si nous parlions de la météo. Ellie n'était même pas là. Elle n'en avait pas besoin. Son absence était plus bruyante que ma présence ne pourrait jamais l'être. Elle avait gagné par défaut. Encore une fois. Je suis rentré chez moi en silence cette nuit-là, les jointures blanches sur le volant, la route se brouillant de rage. Je n'étais même plus en colère contre eux. J'étais en colère contre moi-même, en colère pour les années que j'avais passées à essayer d'acheter leur approbation, pour les 1000 façons dont je m'étais contorsionné pour être le bon fils, le stable, le fiable. Mais quelque chose a changé en moi au moment où j'ai prononcé ces mots, grand-mère n'est pas d'accord. Voyez-vous, ce que maman et papa ne savaient pas, c'est que grand-mère, leur propre mère, m'avait discrètement contacté l'année dernière. Elle vieillissait, plus affûtée que deux réunis, et en avait assez de la façon dont il me traitait. Elle avait tout vu, le favoritisme, le parasitisme financier. Ta sœur n'est pas le problème, m'a-t-elle dit un jour. Tes parents le sont. Elle a juste appris d'eux. Et puis elle a dit la chose qui m'a secoué jusqu'à la moelle, j'ai modifié mon plan de succession. Tu comprendras bientôt pourquoi. Cette nuit-là, après le dîner d'anniversaire de papa, je l'ai appelée, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle n'a pas dit grand-chose, juste, je m'en occupe. 2 jours plus tard, leurs comptes ont commencé à être gelés. Leur avocat a pris contact, frénétique, en sueur. Il s'est avéré que le trust familial avait quelques clauses qu'ils avaient oubliées et des clauses sur lesquelles grand-mère avait pleine autorité. Leur signature officielle en faveur d'Ellie? Elle avait été bloquée. Leur avocat m'a appelé en premier parce que grand-mère m'a nommé exécuteur testamentaire. Et ce n'était que le début. Il semble qu'il y ait eu un malentendu, a bégayé l'avocat au téléphone. Un malentendu? C'était la meilleure. Ce qu'il voulait dire, c'était, vous n'avez plus le contrôle, et ça nous fait tous peur. Il a essayé d'arranger les choses, a dit des choses comme suspension temporaire, clarification de routine, rien de personnel. Mais quand je lui ai demandé directement, qui a la procuration maintenant, il a marqué une pause de 6 secondes complète avant de dire, techniquement, votre grand-mère. Techniquement. Pendant ce temps, mes parents faisaient exploser mon téléphone comme des adolescents, 15 appels manqués, 12 textos, un message vocal pathétique de maman qui chuchotait, nous devons parler. Ce n'est pas ce que tu penses. Pas ce que je pense? Vous avez clairement fait savoir que je ne comptais plus. Ce n'est pas exactement ambigu. Ils voulaient une réunion, quelque part de neutre. J'ai choisi la maison de grand-mère. Au moment où ils ont franchi la porte, maman avait déjà cette expression aux yeux larmoyants toute prête. Papa avait son visage d'avocat, stoïque, froid, plus faux que jamais. Ellie? Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur, probablement avec la gueule de bois de sa dernière cérémonie de guérison. Grand-mère n'a pas perdu de temps. Elle s'est assise en bout de table, une pile de dossiers devant elle comme un juge prêt à rendre une sentence. Je me suis assis à sa droite, la place qu'il réservait habituellement à Ellie. Commençons, a-t-elle dit. Papa s'est raclé la gorge. Je pense qu'il y a eu un excès de pouvoir. Grand-mère n'a pas scié. Non. Il y a eu une correction. Maman est intervenue. C'est une affaire de famille. Nous ne pouvons pas laisser le patrimoine être perturbé. C'est une affaire de famille, a rétorqué grand-mère, c'est pourquoi j'ai repris le contrôle. Vous pensiez pouvoir tout réécrire et exclure mon petit-fils? La seule personne de cette famille qui a réellement pris soin des gens? Le visage de maman est devenu rougeau. Nous n'avons jamais exclu en mi. Vous avez clairement exprimé vos intentions, ai-je dit, la voix ferme. Vous m'avez regardé dans les yeux et m'avez dit qu'Ellie était désormais la seule héritière. Après tout ce que j'ai fait, tout l'argent, tout le soutien, vous m'avez traité comme si je n'étais jamais censé être impliqué. Ellie a ricané. Oh, s'il te plaît. Tu te comportes comme un martyr. Je me suis tourné lentement vers elle. Ellie, j'ai payé pour la consolidation de tes dettes il y a 3 ans. Tu m'as dit que c'était pour des frais médicaux, mais c'était des dettes de carte de crédit de ton voyage à Tulum. Je le sais parce que je l'ai payé directement au créancier, et je n'ai rien dit. Elle s'est tue. Tu te souviens de cette fois où ton appartement a été inondé et papa a dit que le propriétaire était injuste? J'ai découvert la vraie raison, c'est parce que tu n'as jamais réparé la fuite. J'ai payé les réparations.
Et quand tu as quand même été expulsé, devine qui a payé ton premier et dernier mois au prochain endroit? Ellie s'est figée. Pour une fois, elle n'avait aucune réponse. Tu as toujours supposé que je continuerais à te tirer d'affaire, que je garderais le silence. Eh bien, surprise. Grand-mère a fait glisser l'un des dossiers sur la table. Voici les nouveaux documents. Le trust familial le désigne maintenant comme bénéficiaire principal. Pas toi. Ni aucun de vous deux, a-t-elle dit en hochant la tête vers mes parents. J'ai réécrit les clauses de distribution. J'ai aussi révoqué la procuration que vous m'aviez fait signer sous la contrainte il y a 2 ans. Votre petit plan de retraite est annulé. Maman a eu le souffle coupé. Vous ne pouvez pas juste. Je le peux, et je l'ai fait, a sèchement répondu grand-mère. Et votre avocat l'a confirmé. La mâchoire de papa s'est crispée. Et maintenant? Vous allez nous punir pour tout ce que nous avons construit ensemble? Vous n'avez rien construit avec moi, a répondu grand-mère glacialement. Tout ce que je vous ai donné était pour notre famille. Vous l'avez transformé en une machine à privilèges et à vanité. Ellie s'est levée. C'est ridicule. Alors quoi, il a tout? Vous lui donnez la maison, les actions? Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit calmement. Je ne prends pas tout. Juste ce qui m'est dû. Maman a tenté une dernière prière désespérée. Elle s'est tournée vers moi, les larmes coulant enfin. Nous ne voulions pas te faire de mal. Nous pensions que tu t'en sortirais. Tu es toujours le plus fort. Et c'est exactement le problème, ai-je interrompu. Vous avez traité mon amour comme s'il était infini, comme si vous pouviez me saigner à blanc et que je me présenterais toujours avec des cadeaux. Eh bien, j'ai fini de me présenter. Je ne suis plus votre filet de sécurité. Papa a frappé la table de la paume de sa main. Espèce d'ingrat. Grand-mère s'est levée. À 90 ans, elle commandait encore la pièce comme un général. Tu ne lèveras pas la voix sur lui. Pas dans ma maison. Plus jamais. Silence. Grand-mère m'a regardé et a souri, juste un peu. Nous avons terminé ici. Et juste comme ça, c'était fini. Ils sont partis dans un tourbillon d'indignation et d'incrédulité, mais je suis resté. Pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui étais renvoyé. Ils n'y ont pas cru au début. Le choc dans leurs yeux quand grand-mère a fermé ce dossier était presque comique, comme s'ils pensaient vraiment que leur emprise sur la fortune familiale était éternelle, comme si je ne pouvais pas avoir l'audace de me défendre. Mais cela ne s'est pas arrêté à cette réunion. 3 jours plus tard, les dominos ont commencé à tomber rapidement. L'avocat de la famille, qui avait toujours été plus fidèle à papa qu'à la loi elle-même, a discrètement envoyé une lettre indiquant que son cabinet ne les représenterait plus en raison d'un conflit d'intérêts. Traduction, il avait réalisé que le camp gagnant avait changé. Puis est venu l'audit. Voyez-vous, grand-mère n'avait pas seulement réécrit le trust, elle avait engagé un comptable judiciaire. Apparemment, certains de ces cadeaux à Ellie n'étaient pas seulement des gestes généreux, c'étaient des retraits frauduleux d'un compte familial joint sous l'égide du trust. Et pire encore, certains d'entre eux avaient des signatures de consentement falsifiées, y compris la mienne. Je me suis assis dans une réunion avec grand-mère, 2 avocats et le comptable alors qu'ils exposaient exactement comment 87 000 $ avaient été détournés en prêt d'urgence qui n'avaient jamais été déclarés. La plupart, par coïncidence, coïncidaient avec les retraites spirituelles soudaines d'Ellie, ses interventions esthétiques et cette fois où elle a pris un congé sabbatique de 2 mois aux Maldives. Les documents ne mentaient pas. Je n'avais pas besoin de vengeance, la vérité faisait le travail pour moi. À la fin de cette semaine, les comptes dont mes parents dépendaient étaient soit gelés, soit restructurés. La petite retraite confortable qu'ils avaient planifiée, financée par le trust, était maintenant une chimère. Ils allaient devoir puiser dans leurs propres économies, vous savez, comme les gens normaux. Papa a appelé une fois, a laissé un message vocal, un seul. J'espère que tu es fier de toi. Fier? Non. J'étais libre. Ellie, d'un autre côté, est entrée en mode crise totale. Elle a publié une story en 12 parties sur Instagram, pleurant dans sa voiture sur la façon dont les structures familiales toxiques essaient toujours de réduire au silence la puissante énergie féminine, ce qui était hilarant venant de la même femme qui m'avait dit un jour que j'étais trop sensible quand je lui avais demandé pourquoi elle ne m'avait jamais remboursé l'ordinateur portable que je lui avais acheté. Mais la meilleure partie? La section des commentaires. Elle était pleine de gens qui la dénonçaient parce que j'avais publié les preuves.
Littéralement. J'ai mis en ligne des preuves de paiement, des courriels et des reconnaissances de dettes signées. Je n'ai même pas eu besoin d'écrire une légende, les captures d'écran parlaient d'elles-mêmes. Ces adeptes spirituels se sont rapidement retournés contre elle. Les gens ont commencé à remettre en question son comportement en ligne. Justice poétique? Non. C'était divin. Pendant ce temps, ma vie? Elle n'a pas seulement changé, elle s'est épanouie. J'ai emménagé dans un endroit que je convoitais depuis plus d'un an, rien de tape à accent grave-l'œil, juste un élégant 2 pièces avec des baies vitrées et un patio qui captait le soleil du matin juste comme il faut. Je l'ai acheté comptant, sans hypothèque. Grand-mère a insisté pour transférer immédiatement une partie du trust à mon nom. Tu as mérité ta paix, a-t-elle dit. Dépense-la judicieusement. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris 2 mois de congé, j'ai voyagé seul en Italie, en Grèce et en Croatie. Pas pour Instagram, pas pour l'influence, juste pour sentir le soleil sur mon visage dans des endroits que personne ne pourrait me prendre. Je n'ai pas appelé mes parents une seule fois. Eux, cependant, ont continué d'essayer. Des courriels sur la façon dont la famille devrait se rassembler. Des messages de maman me demandant si je pouvais aider avec leurs factures médicales imprévues. Une carte d'anniversaire de papa signée, amour, toujours, sans adresse de retour. C'était trop tard. Ellie a tenté son dernier coup 6 semaines plus tard, elle s'est présentée à mon immeuble en pleurant, lunettes de soleil enlevées cette fois, sans maquillage, à vif et tremblante. J'ai besoin d'aide, a-t-elle dit. Ils m'ont coupé les vivres. Grand-mère ne veut pas me parler. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas crié. J'ai juste ouvert la porte à moitié et j'ai dit, maintenant, tu sais ce que ça fait. Et je l'ai refermée. Clic. Après ça, ils ont arrêté d'essayer. Je me suis concentré sur ma vie, enfin ma propre vie. J'ai lancé mon cabinet de conseil, engagé 2 employés, je me suis développé en 6 mois. Les clients sont venus rapidement et des recommandations de bouche à oreille de personnes qui appréciaient l'honnêteté et le respect des engagements, des traits que j'avais appris à la dure. Un soir, alors que je passais en revue des contrats dans mon nouveau bureau, une lettre est arrivée, manuscrite de grand-mère. Elle disait juste, tu as bien fait. Je suis fier de toi. Ils pensaient que les liens du sang signifiaient l'obéissance. Tu leur as montré à quoi ressemble vraiment la loyauté. Cette nuit-là, j'ai dormi comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Je pensais que c'était fini. Je pensais qu'en les coupant de ma vie, en m'éloignant et en reprenant ce qui m'appartenait, l'histoire avait atteint sa dernière page. Mais la conclusion, ai-je appris, n'est pas le silence. Ce n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est de comprendre pourquoi la guerre a existé en premier lieu. Dans les mois qui ont suivi l'effondrement de tout, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Ce n'était pas la paix, pas au début. C'était l'immobilité, le genre de calme qui vous déconcerte parce que vous êtes tellement habitué à vivre en état d'alerte émotionnelle. Plus d'appels téléphoniques demandant des faveurs. Plus de textos déguisés en prise de nouvelles qui se terminaient toujours par une demande. Pas de piège à culpabilité, pas de manipulation. J'étais libre, et pourtant, quelque chose continuait de me ronger. Pas de regret, pas de doute. Une question, pourquoi moi? Pourquoi avais-je été celui qui avait tout soutenu pendant si longtemps? Pourquoi me faisaient-ils confiance pour leur chaos mais pas pour leur respect? Cela m'a hanté jusqu'à un dimanche matin où je me suis retrouvé à nouveau à la table de la cuisine de grand-mère, fixant la même tasse de thé qu'elle servait toujours, noire, sans sucre. Tu réfléchis trop, a-t-elle dit sans lever les yeux de son journal. Penses-tu qu'ils m'aient jamais aimé, ai-je demandé. Elle a baissé le journal. Ils aimaient ce que tu leur donnais, a-t-elle dit lentement. Ce n'est pas la même chose. Mais ne voyaient-ils pas ce qu'ils faisaient? Comment ils m'utilisaient? Ils le voyaient, a-t-elle dit platement. Ils s'en fichaient, c'est tout. Je me suis adossé, laissant cette vérité m'imprégner comme une pluie froide. On ne doit rien aux gens simplement parce qu'ils partagent votre sang, a-t-elle ajouté. Les gens qui vous aiment le prouvent par le choix, pas par l'obligation. J'ai hoché la tête, et pour la première fois, j'y ai cru. La conclusion n'est pas venue en un seul instant, elle est venue par vagues. Comme lorsque j'ai rendu visite à une vieille amie que je n'avais pas vue depuis des années, quelqu'un dont je m'étais éloigné parce que j'étais trop occupé à être le portefeuille émotionnel de ma famille. Nous avons ri comme si le temps ne s'était pas écoulé, et elle a dit quelque chose qui m'a arrêté au milieu d'une gorgée de café, tu sembles plus léger, comme si tu étais enfin sorti de l'ombre de quelqu'un d'autre. Je l'étais.
Mais je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. Cela a commencé par un message d'un nom que je n'avais pas vu depuis plus de 2 décennies, Diana, la première femme de mon père. Je me souvenais à peine d'elle en grandissant. Papa ne parlait pas beaucoup d'elle, sauf pour dire qu'elle avait abandonné la famille. Mais maintenant, la voilà, me contactant via LinkedIn, de tous les endroits possibles. J'ai lu quelque chose sur l'entreprise familiale en ligne. J'ai pensé que tu devrais savoir que tu as un autre frère ou une autre sœur. J'ai fixé l'écran, le cœur battant. Un autre frère ou une autre sœur? Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café, en terrain neutre. Diana était plus âgée maintenant, bien sûr, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de familier. Et puis il est entré à grand, mon âge, les mêmes yeux que moi, la même démarche. Son nom était Marc. Mon demi-frère. Il avait grandi à l'autre bout du pays, élevé par Diana, sans contact avec papa depuis l'âge de 6 ans. Diana était partie non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce que papa l'avait épuisée émotionnellement et financièrement, tout comme il avait essayé de le faire avec moi. Marc était son fils de ce mariage, et quand elle avait refusé de céder son héritage pour soutenir l'une des entreprises ratées de papa, il les avait coupés de sa vie tous les deux. Ça vous dit quelque chose? Marc avait suivi mon histoire de loin, observé les combines financières de papa et maman s'effondrer en ligne, observé comment j'étais devenu la nouvelle version d'elle, considérée comme acquis puis laissée de côté. Je me suis toujours demandé quel genre de personne il élèverait, a dit Marc. Il s'avère, quelqu'un de beaucoup plus fort que lui. Il a fait glisser quelque chose sur la table. Un dossier. Grand-mère n'est pas la seule à avoir tout documenté. À l'intérieur, des courriels, des photos, des relevés de comptes datant de plusieurs décennies. La preuve que la manipulation n'avait pas commencé avec moi, ni même avec Ellie. Elle avait commencé bien avant et suivait un schéma. Papa avait mené ses jeux pendant des années, répétant le même cycle avec différentes personnes, les blâmant toujours quand le puits s'asséchait. Il n'avait pas seulement essayé de m'exploiter, il avait fait de l'exploitation de tout le monde un mode de vie. Mais voici le rebondissement, Marc avait construit sa propre vie, tranquillement, avec succès. Il possédait une entreprise de logistique, pas de dette, pas de chaos. Il ne voulait pas de vengeance. Il voulait la justice. Je pense qu'il est temps de raconter toute l'histoire, a-t-il dit. Pas seulement pour toi, pour tous ceux qui l'a blessé. Nous avons contacté grand-mère. Elle a accepté. Ensemble, nous avons intenté une action civile non pas pour le détruire, mais pour l'exposer, pour mettre la vérité noir sur blanc. Quand papa a reçu ses papiers, c'est à ce moment-là que son histoire s'est effondrée. La presse locale s'en est emparée, un consultant bien connu accusé d'abus financiers coercitifs au sein de son propre trust familial. Les gros titres. L'embarras. La vérité a changé la façon dont les gens le voyaient. Et la meilleure partie? Il ne pouvait pas me toucher. Ni légalement, ni financièrement, ni émotionnellement. Je me tenais sur les marches du palais de justice le jour du dépôt, la lumière du soleil se déversant comme une justification. Grand-mère d'un côté, Marc de l'autre. 3 générations, 3 survivants, 3 personnes qui en avaient assez. Parfois, la justice ne se présente pas sous la forme de cellules de prison ou d'humiliation publique. Parfois, c'est de savoir que la personne qui a essayé de vous faire taire n'a plus de pouvoir. Parfois, c'est le silence dans votre propre maison, celui que vous avez mérité. Parfois, c'est votre téléphone qui reste silencieux et le bruit qui ne vous manque pas. Je ne suis plus en colère. Je ne suis pas amer. J'en ai fini. Je ne leur dois rien, pas un centime, pas une excuse, pas un appel en retour. Ce que j'ai construit, je l'ai construit par moi-même. Ce que j'ai récupéré, je l'ai récupéré avec la vérité. Et ce que je sais maintenant, c'est ceci, naître dans une famille ne fait pas de vous leur propriété. Être brisé par eux et rester debout, voilà ce qui fait de vous votre propre personne. Et j'ai l'intention de le rester. Pour toujours.